Bonjour, bienvenue dans Poire et Cahuètes, le podcast de Slate.fr dédié à l'actualité des idées. Je suis Hélène Decommer, rédactrice en chef de Slate, et on se retrouve une nouvelle fois avec Jean-Laurent Casselli, journaliste et essayiste, pour animer ce podcast. Salut Jean-Laurent. Salut Hélène. Alors, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire pour Poire et Cahuètes, Vraiment, je vous aime beaucoup, je me suis donné du mal pour vous. On a lu le dernier livre de Patrick Buisson, La fin d'un monde, chez Albin Michel. Ça vient de paraître en mai 2021. C'est un livre qui est ceint d'un beau bandeau rouge de l'éditeur. Oui, c'était mieux avant, point d'exclamation. Et c'est à peu près la tonalité de ce livre. Les hommes se parlent plus, ils communiquent plus. C'était mieux avant. Ouais, c'est bien ça. C'était mieux avant. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut rappeler qui est Patrick Buisson. Patrick Buisson, c'est cet historien, conseiller politique, homme des médias, très engagé à l'extrême droite. Il a été engagé à l'Action française dans sa jeunesse et puis toute sa vie, toute sa carrière a été jalonnée d'engagement dans les divers courants d'extrême droite. Homme de médias, journaliste, producteur de documentaires, il a été directeur de Minute, de la rédaction de Valeurs Actuelles, de la chaîne Histoire également. Et puis, sur le volet politique, il a été conseiller de Nicolas Sarkozy de 2007 à 2012. C'est à lui qu'on doit le virage assez droitier et identitaire du président. Patrick Buisson, c'est aussi l'artisan de l'union des droites, extrême droite et droite tout court. Un concept qu'il ne défend plus aujourd'hui, cependant, au profit du clivage entre libéraux et anti-libéraux. Oui, et puis c'est aussi quelqu'un qui est passionné d'histoire, qui a écrit notamment une histoire érotique de l'occupation, une autre facette du personnage qu'on va retrouver d'ailleurs dans ce livre dont on va parler. Alors comment le classer ? C'est vrai qu'on l'estampille souvent à extrême droite, droite identitaire, voire populiste. En tout cas, on peut dire que c'est, comme on dit dans la culture internet, un troll, dans la mesure où c'est un provocateur qui sait jouer de son côté sulfureux. Rien que sur la couverture de son livre, il y a un titre, La fin d'un monde, qui est un clin d'œil, puisqu'il est repris à l'auteur Édouard Drumont, auteur antisémite, bien connu, même si là il ne s'agit pas du tout d'un livre antisémite ou sur l'antisémitisme. Et puis, tu l'as dit Hélène, il y a ce bandeau « c'était mieux avant ». Oui, c'était mieux avant, un peu comme pour se moquer, tu vois, pour anticiper les critiques, on va dire, les plus évidentes qu'on pourrait lui faire. Donc voilà, c'est un réac, comme on dit, mais c'est aussi un homme de communication, de médias, donc quelqu'un de son époque qui sait jouer avec les codes des masses médias. Ouais, et puis il s'inscrit dans ce courant de pensée décliniste, donc qui a le vent en poupe sur les plateaux télé et aussi en librairie. Oui, alors ce courant qui chronique le déclin français ou le malheur français, il est très présent dans les rayonnages des librairies et même dans les têtes de gondole. On peut penser à Philippe de Villiers qui aussi chez Albin Michel a publié un livre au mois d'avril, livre qui est d'ailleurs en première position dans le classement Amazon catégorie politique. Patrick Buisson arrive un peu plus bas en 6e position après juste quelques semaines à peine de parution. On peut citer aussi dans la même famille, même s'il vient de la gauche, un Michel Onfray, avec son dernier ouvrage, La Nef des Fous, publié en début d'année, qui est lui aussi une chronique du déclin civilisationnel que nous vivons selon lui, et puis l'incontournable Éric Zemmour, qui assez périodiquement, toujours, lui aussi d'ailleurs chez Albin Michel, fait paraître des ouvrages qui sont d'énormes cartons de librairie. D'ailleurs, ces livres, ils fleurissent souvent juste avant une élection présidentielle. C'était déjà le cas lors de la précédente. Oui, en 2016, quelques mois avant le scrutin de 2017, à l'automne 2016, on avait déjà eu le trio Éric Zemmour, Philippe de Villiers et Patrick Buisson qui sortaient chacun un livre et couronnés plutôt par des bonnes ventes, tout à fait honorables. Les cloches sonneront-elles encore demain de Philippe de Villiers s'était écoulé à près de 100 000 exemplaires. Même ordre de grandeur pour le livre de Patrick Buisson, La cause du peuple, qu'il avait fallu réimprimer en urgence selon l'éditeur Perrin. Et puis Zemmour, un quinquennat pour rien, déjà chez Albin Michel, avait été tiré et vendu à 100 000 exemplaires. Donc c'est quand même des bonnes ventes, même si on est loin du best-seller d'Éric Zemmour, Le suicide français, en 2014, qui là avait atteint des sommets, 500 000 exemplaires vendus, c'était vraiment exceptionnel. La pandémie nous présente la facture de la liquidation du monde ancien, du désenchantement
du monde. Nous sommes obligés de vivre à nu. C'est une expression de Marcel Gaucher. Vivre à nu, c'est sans la protection des dieux, ce dont avait bénéficié l'humanité jusqu'à présent. Pour dire les choses simples, c'est que tout ça se paye, et on l'a vu à travers l'explosion des pathologies dépressives, tout ça se paye en difficulté à être soi collectivement, à être soi individuellement. Vous savez, les époques anciennes connaissaient les malheurs. La nôtre est confrontée au malheur. Alors, les religions, certes, on va le dire, bornaient les individus, mais elles leur dissimulaient l'abîme. Aujourd'hui, il n'y a plus rien entre l'abîme et nous. Donc là, on vient d'entendre Patrick Buisson. Il était chez Europe 1 pour parler de son livre, donc « La fin d'un monde ». La fin d'un monde de Patrick Buisson, c'est ce gros livre, 500 pages, un essai dense et touffu, avec une thèse principale, 15 années qui ont tout changé en France, 15 années de rupture anthropologique, 1960-1975. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant cette période ? Eh bien, pour Patrick Buisson, c'est là la matrice de toute la crise que nous vivons aujourd'hui. Le crash de la foi chrétienne, la fin du catholicisme rituel et festif, l'offensive libertaire contre la verticalité et le nom du père comme principe d'autorité, la destitution biologique, juridique et sociale de la paternité, le changement d'attitude devant la fin de vie, la promotion du droit au bonheur individuel, la fin de la pérennité des familles, le sexe comme ersatz de l'amour et la prévalence du désir sur le devoir. Voilà, je le cite, c'est le début de son livre et c'est finalement un condensé de tout ce qu'il développe après en 3 grosses parties. D'abord, la fin de la ruralité, ensuite des parties centrales sur la fin d'une certaine église catholique et puis à la fin 2 chapitres où il y va vraiment très fort contre la fin du patriarcat et le féminisme. On est dans le hautement réactionnaire, on peut le dire, et d'ailleurs Patrick Buisson, ça ne le dérange pas du tout qu'on le qualifie de réactionnaire. Je vous lis un petit extrait de la table des matières pour que vous ayez la tonalité générale du livre et du style aussi. Alors, par exemple, dans la grande partie « Et délivrez-nous du mal », nous avons une première sous-partie « Fatigue du surbouc » qui se décline elle-même en « De la bandaison à la débandade de l'homme blanc ». Virilité dépréciée, virilité maudite. À genoux les gonzesses, debout les hommes, au crépuscule de la domination masculine. Et puis ensuite une autre sous-partie, ni Dieu ni mec, lesbienne, lèse mal, éloge du con ou de la sexualité sans mal, et on tuera tous les affreux, viol de nuit, terre des hommes. On va dire que c'est de l'humour de droite, c'est aussi ça le style Buisson. Moi j'ai trouvé ça plutôt drôle dans le style, dans la mesure où il va manier le jeu de mots, l'ironie, presque comme des éditeurs de Libération. C'est son côté 68 art malgré lui. Après, alors sur le fond, je trouve que le livre démarre d'un questionnement qu'on est beaucoup à partager, qui est dans quel monde on vit et vers où on va. Voilà, la problématique du sens, plutôt de son absence ou du vide, est très présente dans le livre de Patrick Buisson, qui est catholique et qui, tu l'as dit, s'attache dans 2 longues parties centrales de son livre à parler du déclin de la religion catholique qui était centrale dans l'organisation de la société française. D'ailleurs, dans son introduction, il plante le décor, il nous raconte en quelque sorte d'où vient son intérêt pour cette France d'avant, cette France des années 50, de l'après-guerre. Il raconte, je le cite, « En l'espace de quelques années, on assiste à la disparition de certains types humains, d'une certaine qualité humaine qui était le produit de la culture populaire, façonnée pour l'essentiel par le monde rural. » Et un petit peu plus loin, parlant de son enfance dans le Paris des années 50, lorsque les quartiers étaient en quelque sorte des villages, il dresse une, je le cite, prodigieuse galerie de personnages qui restent dans ma mémoire comme les santons d'une crèche vivante. Et donc là, il dresse un peu l'inventaire de ces personnages hauts en couleur, la marchande de 4 saisons attelée à sa voiture à bras, la vendeuse de journaux, clope au bec et béret fiché sur la tête, l'unijambiste à l'accordéon diatonique, le chanteur des rues escorté de la fillette au singe, le mutilé de guerre, le repailleur, le rémouleur, etc. Sans oublier le petit peuple de la cloche, des gueux et des traînes savates. Voilà, et donc Buisson parle d'une mutation sociologique à l'issue de laquelle on a vécu un véritable ethnocide, c'est-à-dire la destruction collective de tout cet univers social et de tout ce monde populaire dont il est si nostalgique.
Oui, tout son livre est vraiment empreint de nostalgie, ça définit très bien son écriture. Après, bon, Patrick Buisson est nostalgique du monde d'avant, mais duquel finalement on peut se demander en lisant son livre, parce que sa critique de la modernité va tellement loin, elle est tellement englobante qu'on se demande qu'est-ce qu'il aimait et qu'est-ce qu'il regrette. Et il fustige absolument tout en fait. Bon, alors ok, la télé et la pilule, voilà, on n'en attendait pas moins, mais aussi la fin de la messe en latin, les garçons qui pleurent, la mixité à l'école, la découverte de l'orgasme clitoridien. Enfin, voilà, c'est vraiment tout est à jeter et finalement, on se demande quel monde est-ce qu'il regrette, quoi. Celui du travail dans les champs 12 heures par jour, celui où on mourait, je sais pas quel âge, très jeune, sans avoir accès aux soins. C'est vraiment quand même un petit peu étrange, je trouve. Voilà, je vous cite juste un exemple. Il regrette même la fin de l'alcoolisme joyeux et viril dans les bistrots, en disant que voilà, les politiques ont dévirilisé les hommes en leur demandant d'arrêter de se boire comme des trous jusqu'à pas d'heure et de rentrer au foyer, retrouver femme et enfants. Et oh mon Dieu, comme c'est atroce. Je nuancerai quand même un petit peu ma lecture du bouquin de Buisson. Tu as raison, c'est un peu super réac dans le sens où il va encore plus loin que les autres et on a l'impression que son rejet de la modernité est vraiment très radical et puise à une période qui n'est même pas celle des Trente Glorieuses, à laquelle on se réfère souvent dans la nostalgie française contemporaine, mais au monde d'avant, c'est-à-dire au monde, encore une fois, de la sortie de la Deuxième Guerre, dans lequel la France ressemble encore à un pays rural, assez peu industrialisé, et c'est de cette époque dont il est nostalgique, et de cette espèce d'ordre social et communautaire qui faisait que la vie de chacun et de chacune était encadrée, en fait. D'ailleurs, je trouve que c'est l'originalité de Buisson par rapport à ses camarades que sont De Villiers et Zemmour, c'est qu'il ne parle quasiment pas d'immigration et d'islam dans son livre. C'est d'ailleurs ce qu'il expliquait en quelques mots au micro d'Apolline de Malherbe sur BFM TV. Si vous voulez, tout le thème de mon livre est là. C'est que le grand remplacement dont on parle depuis 10 ans, ce grand remplacement, c'est pas le grand remplacement ethnique, si vous voulez. Le grand remplacement qui est intervenu, c'est le remplacement de l'homme par le post-humain. C'est le remplacement de l'homme religieux par le consommateur, par l'homme économique. Le remplacement, si vous voulez, de Gaulle par François Hollande, d'André Malraux par Roselyne Bachelot. Voilà, donc dans d'autres interviews, Buisson tourne autour du même argument. Il a déclaré par exemple « J'ai plus de respect pour un musulman qui fait sa prière 5 fois par jour que pour les bobos écolos à trottinette ». Donc contrairement à De Villiers, à Zemmour et aux auteurs qu'on estampille souvent réactionnaires, identitaires ou nostalgiques, lui, sa problématique, c'est pas « on n'est plus chez nous, les Français sont menacés par l'extérieur et par l'immigration », mais plutôt l'effondrement de l'Occident chrétien, le fait que la culture de masse, que la télévision, les industries culturelles aient supplanté la culture populaire qu'il juge authentique, et que la consommation et un certain hédonisme aient pris le pas sur le dur labeur des champs. Oui, et c'est vrai d'ailleurs que le mot islam ou musulman n'apparaît pas, si j'ai bonne mémoire, ou vraiment très très peu dans son livre. Au fil des pages, je m'attendais à ce qu'on arrive au sujet de l'immigration, de la descendance d'immigration, etc. Et en fait, non, il n'en parle pas du tout. J'ai vérifié sur la version e-book. En fait, le terme islam n'apparaît jamais dans les 500 pages, ce qui est quand même une prouesse pour un livre classé comme d'extrême droite, à titre de comparaison. Dans Le suicide français d'Éric Zemmour, publié en 2014, islam et ses dérivés, islamisation, islamisme, apparaissent 114 fois. Voilà. Donc c'est vraiment, encore une fois, un anti-moderne, Buisson, c'est-à-dire quelqu'un dont le combat, c'est la modernité technique, culturelle, économique, le progrès, ce qu'il appelle le progressisme, ou encore le libéralisme tel qu'il a été déconstruit, critiqué par des auteurs comme Jean-Claude Michéa, Gilles Lipovetsky, Michel Clouscar, Philippe Muret, ou même un Michel Houellebecq. J'ai souvent pensé aux tirades de Houellebecq sur la fatigue de l'homme blanc en lisant les pages de Patrick Buisson. Moi, il y a un point qui m'a marqué aussi, c'est quand Buisson vante la virilité des bandes de jeunes d'avant, que voilà, il aimait bien, il a la nostalgie des bastons de rue, des bastons dans la cour de récré où les garçons se défendaient comme des vrais petits mecs, des matchs de foot, enfin ou même du foot de rue, de la moto, des blousons noirs, etc. Il vante toute cette masculinité
masculinité-là, qui est typiquement celle que l'extrême droite reproche aujourd'hui aux jeunes de banlieue. Alors, c'est peut-être plus les motos et les blousons noirs, mais les scooters et les rodéos à quad. Mais voilà, on voit bien que c'est quand même le même genre de type de masculinité ou de virilité qui sont aujourd'hui fustigés par beaucoup de figures de droite et d'extrême droite. Et ça, c'est un décalage qui m'a un peu surprise et du coup qui me fait dire que pour ce courant de pensée-là auquel appartient Patrick Buisson, finalement, c'est moins l'immigration que des changements sociétaux vraiment qui posent problème à leurs yeux, changements sociétaux type féminisme et fin du patriarcat, par exemple. Écoute, ma bonne Suzanne, t'es une épouse modèle. Oh. Mais si t'as que des qualités, et physiquement t'es restée comme je pouvais l'espérer, c'est le bonheur rangé dans une armoire. Et tu vois, même si c'était à refaire, eh ben je crois que je t'épouserais de nouveau. Mais tu m'emmerdes. Albert. Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes. Voilà, donc on vient d'écouter un extrait du film Un singe en hiver d'Henri Verneuil de 1963, avec l'inoubliable Jean Gabin dans le rôle dans lequel il excelle tout au long des années 60, c'est-à-dire le prolétaire français avec son béret, sa casquette, souvent accoudé au comptoir, en train de se jeter un petit blanc dès le matin, et puis qui fait des blagues un peu potaches, qui a un sens de la répartie exceptionnel. C'est aussi un certain modèle de masculinité, on le voit là avec sa femme qui l'envoie chier, alors certes affectueusement, mais qui l'envoie chier quand même, en lui disant qu'elle l'emmerde. Et voilà, c'est un petit peu tout ce que regrette Patrick Buisson, qui est incarné dans ce film. D'ailleurs, c'est vraiment la méthode de l'auteur tout au long de ce livre, c'est d'utiliser la culture populaire, les films, les séries aussi de l'époque, de la télévision française des années 60 et 70, pour montrer, incarner en fait ces changements sociétaux qu'il réprouve. Oui, alors il faut dire quand même que tout son livre transpire la misogynie de bout en bout, et pas seulement dans les parties consacrées au féminisme ou au patriarcat. On sent vraiment que Patrick Buisson, je sais pas comment le dire, mais bon, a une dépréciation des femmes qui est vraiment très très marquée. À chaque fois qu'il est question d'une femme, et peu importe quel est le domaine ou pourquoi en dire, il accole des adjectifs qui sont comme ça dépréciatifs, voire franchement humiliants, des remarques sur, je sais pas, la tonalité de la voix, une chanteuse, une actrice, une comédienne, une femme politique, quoi que ce soit, ça toujours présenté avec un qualificatif comme ça rabaissant. Je trouve ça vraiment très marquant. Et puis, oui, tu le disais, il jalonne son livre de beaucoup de références culturelles, artistiques qui sont très intéressantes. Il utilise aussi quand même ce procédé-là, je trouve, d'insérer des blagues, des citations ou des choses dites par d'autres pour glisser des saillies qui sont franchement sexistes et qu'il ne remet pas du tout en cause. En fait, on sent qu'il prend un malin plaisir à les glisser là pour faire dire à d'autres ce que lui voudrait bien dire pour chambrer les femmes, leur sexualité, enfin tout ça. Bon, voilà, c'est quand même un aspect du livre, et il faut le savoir quand on le lit, que je trouve frappant et assez dérangeant, sans même parler des sous-parties franchement pénibles contre le féminisme, en particulier sur le féminisme lesbien et les gouines rouges, où là, il y va vraiment à la truelle et c'est assez violent. Et tout ça dresse aussi quand même un tableau partial, voire franchement trompeur des mouvements féministes. Moi, j'ai trouvé que ces passages sur le féminisme, le MLF, étaient assez intéressants parce qu'en fait, c'est une histoire qui est assez mal connue. Alors, on pourra dire, oui, c'est sûr qu'on peut lire d'autres auteurs ou autrices que Patrick Buisson sur ces sujets. En même temps, ce que je trouve malin de sa part, c'est qu'en s'attardant alors sur le MLF, les mouvements homosexuels révolutionnaires, un certain gauchisme, en fait, universitaire, parisien de l'époque, qui était assez présent dans les mouvements intellectuels 68 art, en fait, il oppose d'une certaine manière cette gauche qui était cultivée, urbaine, à une classe ouvrière qui était restée proche du PC, du Parti communiste français, et qui était en fait justement assez réac, on dirait aujourd'hui, dans ses mœurs, et qui avait un peu du mal en fait à comprendre ou à adhérer, par exemple, à certains courants féministes radicaux. Et je trouve amusant qu'il utilise en fait cette période des années 60 en fait pour nous parler de la nouvelle vague en fait féministe radicale actuelle. Par ailleurs, moi, ce qui m'a surpris, c'est surtout dans ces pages sur
sur les relations entre les hommes et les femmes, sur le rôle du père, qui parle à une génération qui est la sienne, qui est celle des baby-boomers, qui est vraiment celle de la contraception, de l'union libre, et surtout celle qui a quitté l'église, quoi. C'est-à-dire qui est partie en courant et qui a absolument pas envie d'y revenir. Donc c'est ça que j'ai trouvé un peu paradoxal, c'est que je ne sais pas qui il essaie vraiment de convaincre, puisque les gens dont il parle, qui étaient adultes dans les années 50, sont morts. Donc ceux qui restent, c'est les lecteurs de son âge, en fait, et c'est vraiment ceux qui ont vécu ces mouvements sociaux de l'intérieur et qui, pour une grande partie d'entre eux, pas tous, mais quand même pour une grande partie d'entre eux, ont embrassé ces changements et ces évolutions. D'ailleurs, comme tu l'as dit, Hélène, le féminisme a une place assez centrale chez Buisson, mais aussi dans tout ce courant, parce que Éric Zemmour a été connu dans les années 2000 pour son essai Le Premier Sexe, qui était justement consacré aux relations hommes-femmes, au rôle du père, à la place qu'avait pris le féminisme dans la gauche et dans la politique. Et du coup, c'est pas étonnant de retrouver cette obsession-là chez Buisson. Et je dirais que de manière générale, c'est un livre ça a beaucoup été dit, qui est assez bien documenté, qui est bien écrit, mais que j'ai l'impression d'avoir déjà lu. C'est-à-dire que ce soit La fin des paysans, que ce soit la crise de la masculinité ou celle de la chrétienté, ce sont des thématiques qu'on connaît assez bien. Et d'ailleurs, il rend hommage aussi aux historiens qui en ont parlé. On ne s'est pas étendu là-dessus, mais il y a toute une partie sur la mort, en fait, la place de la mort dans l'Occident, le fait qu'elle soit cachée, qu'elle soit devenue tabou. Et ça, c'est des choses qui ont été déjà quand même racontées par d'autres. Oui, sur les femmes par Alain Soral notamment, qui a été lu par Éric Zemmour pour qu'il publie Le Premier Sexe dans la foulée. Donc effectivement, on a à peu près la filiation. En tout cas, ce qu'on peut se demander, c'est où est-ce que tout ça nous mène, ces parutions-là, et ce courant de pensée-là. On y revient à quelques mois de la prochaine élection présidentielle. Qui lit ces livres? Côté politique, qui peut en être inspiré? On a aussi une forte présence médiatique sur CNews notamment, de ces figures-là, d'Éric Zemmour. Donc, où est-ce que tout ça va nous mener? Oui, alors excellente question. C'est vrai que quand on allume la télé, quand on regarde les chaînes d'infos et de débats en continu, on a l'impression que c'est soit Buisson, soit Zemmour, soit Onfray, soit De Villiers qui est invité, quand c'est pas tous à la fois. Ce qui est paradoxal avec ce moment éditorial et politique, c'est qu'il a tendance à regauchiser Emmanuel Macron, puisque tous les auteurs ont en commun de détester Macron et d'en faire leur adversaire principal quand ils sont interviewés. Par exemple, ils considèrent qu'ils ont affaire encore au Macron de 2017, c'est-à-dire celui de la Startup Nation, des classes urbaines diplômées, de l'américanisation de la France, d'un certain progressisme en fait, que à mon avis il n'incarne plus du tout auprès de la gauche intellectuelle. Et c'est un peu ça le paradoxe, c'est que Macron il est à droite pour les gens de gauche, mais il est à gauche pour cette droite. Et donc se pose la question de vers qui ce courant va aller. Alors on pense évidemment à Marine Le Pen, puisque c'est un courant populiste, donc qui se réclame du peuple. Buisson et les autres, ce sont des auteurs qui parlent assez peu d'économie, alors un peu dans la fin d'un monde, mais c'est plutôt des auteurs qui parlent des valeurs, de la culture, et on peut se demander si c'est vraiment les préoccupations des catégories populaires en ce moment. Donc tout ça pour dire qu'il faudra suivre ce qui se passe dans la pré-campagne présidentielle qui s'ouvre pour voir quelle traduction politique va avoir ce succès éditorial de Buisson, de Villiers et de toute cette famille d'auteurs. Oui, on suivra ça et puis effectivement les chiffres de vente pour voir si les exploits précédents sont réitérés ou pas. En attendant, nous on se retrouve dans 15 jours, Jean-Laurent, et c'est bien le temps qu'il va me falloir pour me remettre de la lecture de ce livre de Patrick Buisson. À très bientôt pour un nouvel épisode de Poire et Cahuète. Salut Jean-Laurent. Salut Hélène, merci beaucoup, à bientôt. Retrouvez Poire et Cahuète sur slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé Poire et Cahuète, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles et à en parler autour de vous.